The establishment protected itself, but not the citizens of our country. Donald Trump, who ran on a very anti-establishment platform, Breitbart News. People of the world, thank you. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. Ceux qui prétendent défendre aujourd'hui la culture française en la rétrécissant à une culture, moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Notre invité ce soir est un journaliste indépendant, spécialiste de géopolitique, Jean-Michel Vernochet. Bonjour Jean-Michel Vernochet. Bonjour Martial, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes ici venu évoquer votre dernier ouvrage en date qui s'intitule Les fiancés de la mort aux éditions Sigeste. Mais avant d'évoquer ce livre, je voudrais revenir sur une étape de votre vie importante. Il y a plus de 10 ans, il y a 12 ans, vous avez réuni 17 auteurs, juristes, politiques, dans un ouvrage collectif qui s'intitulait « Manifeste pour une Europe des peuples », suivi de votre part d'un autre ouvrage intitulé, de manière encore plus claire, « Europe, chronique d'une mort annoncée ». Et vous dénonciez donc cette idée d'une Europe structure devenue oligarchique et qui allait à sa perte. Et aujourd'hui, vous voyez que ces thématiques sont très présentes dans la campagne électorale présidentielle, notamment portée par Marine Le Pen. Quelle est votre réaction quand vous voyez ce débat et la possibilité de la disparition de l'Union européenne? Écoutez, je suis heureux que ce débat soit ouvert. Je ne me félicite pas de la disparition de l'Europe. Enfin si, je me félicite de la disparition de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. C'est d'ailleurs, je pense, c'était un abus de langage. On parle de l'Europe, alors qu'en fait, l'Union européenne est une sorte de soviet européen, avec des gens, vous le savez comme moi, non élus, qui dirigent des commissaires, comme les commissaires politiques d'antan, qui dirigent l'Europe et qui la dirigent à contresens de ce qu'il lui fallait faire, c'est-à-dire une Europe rassemblant, d'abord confédérale, c'est bien évident, peut-être que dans un siècle ou deux, nous aurions pu évoluer faire une fédération de peuples, sur le modèle de la fédération, qui est plutôt une confédération helvétique, mais une Europe puissance qui fasse ce bloc économique, ce marché intérieur, qu'appelait de ses voeux d'ailleurs Maurice Allais, qui est l'un des co-auteurs de ce livre, Manifeste pour une Europe des peuples, qu'on retrouve depuis peu d'ailleurs sur Amazon. J'en viens à votre livre. Vous êtes venu pour présenter votre fiancé, vos fiancés de la mort. C'est un recueil d'articles, en fait, de billets écrits dans une période de 15 ans, de 2001 à 2016, au fil malheureusement des attentats terroristes en France notamment. Qui sont les fiancés de la mort que vous évoquez dans cet ouvrage? Ils sont divers et multiples, mon capitaine. On pourrait croire que ce sont les mêmes qui aujourd'hui attaquent à la machette ou à la hache des ressortissants allemands sur leur propre sol, bien qu'on nous dise, vous le savez comme moi, que ce sont des déséquilibrés, ce sont des allumés, et qu'il n'y a rien de terroriste dans tout cela. Alors, sont-ce les mêmes qui ont piloté des avions dans les tours jumelles? Ma réflexion sur ce sujet, sur ce thème, commence avec le 11 septembre, mais je ne crois pas qu'à l'arrivée, ce soit tout à fait les mêmes qui, aujourd'hui, attaquent dans les rues avec des camions béliers comme à Noël, comme au marché de Noël à Berlin, ou vont assassiner des prêtres comme à Saint-Nicolas-du-Rouvray, vont les égorger devant le maître-autel. Les fiancés de la mort, au demeurant, ce sont nos djihadistes, et ce sont surtout d'hyper-fanatiques, des gens possédés par un fanatisme hors du commun. Ils sont sortis d'une matrice, d'une vilaine matrice qui s'appelle le Nedj, l'Arabie Saoudite, où est née une hérésie schismatique de l'islam. Il faudrait dire beaucoup de choses sur l'islam. En grosso modo, le corpus
de l'islam est fixé depuis le XIe siècle. Il y a 4 grandes écoles qui sont des écoles jurisprudentielles, puisque le Coran n'est pas le Talmud, mais il instaure toute une codification des comportements humains, religieux et laïques. À partir de là, on va voir apparaître une nouvelle école dans ce fameux désert du Neige, prêché par un dénommé Abdul Wahab, qui va prétendre revenir aux sources fondamentales de l'islam. Et cette interprétation littérale est à contresens de toute l'histoire, puisque, comme je l'ai dit, les portes de l'Ijtihad sont fermées à partir du XIe siècle. C'est à partir de là que va se développer des poussées fanatiques qui ne sont pas modernes. On a déjà eu, au début, vers 1820, peut-être 1830, les Wahhabites avaient pris la ville de Peshawar, qui n'est pas une petite ville, dans le Pendjab. Il y a eu des petits royaumes wahhabites qui sont diffusés ici et là, qui sont d'ailleurs allés très loin. Et on doit se rendre compte aujourd'hui que cet ultra-fanatisme est répandu dans tout le monde musulman, c'est-à-dire au sein d'une masse humaine de 1,5 milliard d'individus. Votre ouvrage comporte un sous-titre qui est intitulé « Les stratèges de la terreur globale ». Quel est le lien entre les fiancés de la mort, donc les djihadistes, on a bien compris, les petits délinquants promus terroristes internationaux, les candidats aux martyrs, quel est le lien entre ces fiancés de la mort et les stratèges de la terreur globale? Écoutez, à chaque fois qu'il y a une guérilla quelque part, on sait très bien que le feu prend, mais s'il n'a pas d'herbe à brûler ou de buisson, il s'éteint. Qui fournit les armes, qui fournit les fonds à ces maquis qui sont des ultra-maquis terroristes, à ces foyers, ces focos, on aurait dit autrefois du temps du communisme. C'est M. Guevara qui voulait allumer des focos en Amérique du Sud. Eh bien, posons-nous la question et on verra bien que ces gens agissent évidemment de leur propre initiative, mus par une vision eschatologique. Ils veulent la fin des temps, ils veulent l'assomption de cet islam universel pour toute la planète. Enfin bon, mais ils ne sont pas les seuls à avoir une attitude messianique. Mais il est bien clair qu'un certain nombre de puissances, et aujourd'hui c'est tout à fait officiel, et le livre documente, mais tous les jours on a des révélations sur les financements de nos djihadistes, de nos takfiristes, que ce soit les États en vendant des armes, par exemple au Qatar ou à l'Arabie Saoudite, qui eux-mêmes les transportait, que ce soit par le truchement à une certaine époque de la Turquie, elle a changé aujourd'hui son fusil d'épaule, si je puis dire, par les achats de pétrole, un certain nombre d'achats de pétrole, quand Daesh avait la main sur un certain nombre de puits, le pétrole brut passait par la Turquie, il changeait d'étiquette, de nom, il était vaguement raffiné, puis il était envoyé aussi bien en Israël qu'il le renvoyait en Europe. Et l'Italie a été l'un des gros acheteurs, mais la France également. Donc là, on avait une source de financement, mais on a eu des financements beaucoup plus directs, ce qui permet de dire que ces fameux djihadistes sont d'une certaine façon aussi, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le sachent ou non, sont des mercenaires, quelque part. Et sont utilisés. Ils sont utilisés, manipulés, instrumentés, des mercenaires. Ils croient œuvrer pour une certaine cause. D'ailleurs, une chose qui me frappe en France, c'est on sait qu'il y a eu une communication téléphonique entre Mera juste avant l'assaut donné par les unités spéciales de la gendarmerie ou de la police, avec un de ses correspondants de la DST. Alors, je dis pas que c'était son officier traitant, mais il dit au fond vous m'avez trompé. On peut penser aussi que un certain nombre, on a dans toutes ces affaires émaillé des indices qui laissent penser que ces gens auraient pu être abusés et aiguillés vers de mauvaises actions, mais soutenus d'une certaine façon. Pensez bien qu'il y a quand même un décalage dans le profil des terroristes entre des jeunes gens qui, comme Mera ou d'autres, sont des délinquants, sont
adeptes de la drogue, légère, douce, dure, pratiquent le vagabondage ou l'ivrognerie sexuelle, et tout d'un coup, ils se convertissent comme ça du jour au lendemain, et ils crient à la Akbar et ils montent à l'assaut. Alors, c'est tout à fait possible, mais ce livre se plaît à souligner un certain nombre de zones d'ombre, de contradictions. C'est-à-dire que sans tomber, contrairement à ce que l'on pourrait croire en m'entendant, dans la théorie du complot, je ne veux pas non plus tomber dans la théorie de la coïncidence. Alors, tout au long de l'ouvrage, à partir de ce que vous venez de dire, vous réfutez l'idée de réduire finalement le terrorisme qui frappe nos sociétés de plein fouet à une simple confrontation interconfessionnelle. En fait, vous vous opposez à la théorie de ce qu'on appelle le choc des civilisations. Vous n'y croyez pas? En tout cas, je ne crois pas au choc des civilisations qui opposerait un bloc monolithique, homogène, qui s'appellerait l'islam. D'abord parce qu'il y a le chiisme dans l'islam, c'est un gros morceau, même si c'est un morceau minoritaire. Et puis, je le disais dans un livre qui s'était intitulé « Les égarés » où le wahhabisme est-il un contre-islam. C'est à tort que l'on voit chez nous, que l'on parle d'un islam monolithique. Il n'y a pas un islam, il y en a 100. Alors, ça peut donner l'occasion entre nous d'un autre débat, d'un autre échange. L'islam... il faut penser que dans la théorie de Huntington, sur le choc des civilisations, le choc des cultures, l'islam est une part, mais il y a également l'orthodoxie. Ce qui expliquerait en partie d'ailleurs l'opposition violente à ce qu'est la Russie aujourd'hui. Ce n'est pas, Huntington ne réduit pas son choc des civilisations, mais il y a également le confucianisme et il y a également la Chine. Or, contrairement aux idéologies très pessimistes, Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, l'homme serait en guerre perpétuelle, c'est Héraclite, l'homme serait en guerre perpétuelle contre lui-même et contre ses semblables. Je pense qu'il peut y avoir une coopération dans des termes tout à fait pacifiques. La confrontation avec l'islam, je ne parle pas de notre situation intérieure, mais avec les pays musulmans, ne donne pas lieu obligatoirement à une confrontation violente. L'islam est aussi en état de... Ça peut paraître bizarre et paradoxal, en état de déshérence, comme nos églises aujourd'hui, hélas, deviennent de plus en plus post-chrétiennes. Ce pourquoi le salafo-wahhabisme prend sur un monde qui est en pleine déliquescence et en apparaissant comme la source authentique, la foi pure, infalsifiée et véritable de l'islam. Et donc tend, de ce point de vue, à s'imposer comme une nouvelle orthodoxie. Mais c'est bien entendu une escroquerie intellectuelle. Alors, on a du mal à vous suivre quand vous évoquez les terroristes qui ont frappé le sol français. Vous dites « Il n'y a, je vous cite, que l'appel du néant dans les tueries terroristes qui se succèdent. » L'appel du néant. Mais on peut quand même vous faire remarquer, à juste titre, que chaque terroriste fait allégeance à l'État islamique, à ses principes, et puis aussi meurt au cri de Allah Akbar. Ce n'est pas le néant. Vous avez parfaitement raison, ce n'est pas le néant. Mais le comportement de ces jeunes gens est un comportement proprement nihiliste, comme les nihilistes du catéchisme révolutionnaire de Netchaïev et de Bakounine, catéchisme dont s'est beaucoup inspiré d'ailleurs le camarade Lénine. Ces jeunes gens, c'est pour ça que c'est le titre du livre, les fiancés de la mort se jettent dans la mort, ils embrassent la mort, ils épousent la mort, leur soif de destruction est en soi un nihilisme, même si ce nihilisme sert une cause. Netchaïev servait la cause d'un socialisme utopique, il ne savait pas très bien ce qu'il voulait construire. Il ne le savait même pas du tout, mais il fallait commencer par détruire. D'ailleurs, au dos du livre, il y a, je crois, une citation de Netchaïev, où en entrée, à l'ouverture, en préambule, nous expliquant que la soif de destruction doit l'emporter sur tout. D'où l'idée de nihilisme, même si cela se fait au nom, soi-disant, d'idéaux supérieurs, d'une vision téléologique qui est en fait totalement inexistante. Inexistante pas pour eux, mais inexistante si on regarde les choses de près.
J'essaie de trouver toujours les contradictions Vous avez raison. d'un ouvrage, c'est un peu mon rôle, et je trouve qu'il y a une difficulté de compréhension sur le rôle de l'État islamique ou sur sa stratégie. J'ai l'impression que par moment, vous nous dites que l'État islamique n'a pas de stratégie définie, et puis dans d'autres moments, vous dites, en fait, finalement, sa stratégie, ce serait peut-être de dresser les Français de branche contre les Français de souche, ceci étant entre guillemets. La formule est tout à fait élégante. L'État islamique n'a pas besoin de stratégie, puisque sa stratégie, c'est le prosélytisme. Il est quand même, son terrain d'action, son champ de bataille est au Proche-Orient, il n'est pas essentiellement en Europe. Même s'il gagne du terrain de façon tout à fait silencieuse. Comme disait Hegel, la vieille taupe chemine souterrainement et tout d'un coup, elle apparaît. La stratégie de l'État islamique, c'est de semer le chaos chez nous. Autrefois on régnait sur la division, mais maintenant il s'agit de semer le chaos. Mais il n'y a pas que le chaos dit constructif a été théorisé dans les think tanks de Washington par un homme comme Michael Lidin, hélas, qu'on va retrouver dans l'entourage actuellement de M. Trump. Ces gens pensent que en disloquant les nations, et on voit ce que ça a donné, que ce soit en Irak, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, en disloquant les nations, on établira un nouvel ordre mondial, on va reconfigurer les États, mais à quel prix? On voit en tout cas que cette utopie aussi, comme l'utopie marxiste-léniniste, a échoué et a coûté beaucoup d'hommes. Donc la stratégie, c'est la stratégie du chaos. Alors, un dernier point, en 2015, on crée un fichier, les fichiers signalés, les fichiers S. Il compte à l'époque, fin 2015, 3200 noms. Aujourd'hui, en 2017, au début de l'année, il en comptait plus de 6000. Avec un nombre non négligeable de femmes, de jeunes femmes, même de mineurs, et beaucoup de convertis. Donc nous savons qu'aujourd'hui en France, nous avons un gisement de terreur, de terrorisme, un réservoir humain qui compte 6000 noms pour la partie émergée de l'iceberg. Ça, c'est le travail de l'État français. Pourtant, vous dites que l'État français est un peu complice du terrorisme parce qu'il n'a pas la volonté de contrarier en fait, les bailleurs de fonds du wahhabisme. Alors, disons bien l'État français, je ne dis pas les services de police, les services de sécurité intérieure, qui font certainement leur travail au mieux possible. Chaque jour, on amène des suspects. TF1 n'en parlera pas, ni BFM, mais il y a des arrestations dans toute la France, notamment dans des zones parfois rurales, de gens qui, visiblement, de jeunes gens très dévoyés, qui apparemment préparent des attentats. Alors l'État français, écoutez, rappelons simplement la très jolie phrase qui restera pour l'éternité, Monsieur Fabius, qui est le président du Conseil constitutionnel, en disant que les djihadistes modérés d'Al-Nosra, mais Al-Nosra c'était Al-Qaïda. Alors, il paraît qu'Al-Qaïda a fait sauter les tours jumelles de Manhattan, mais tout d'un coup, Al-Qaïda, Al-Nosra trouvait grâce aux yeux de Monsieur Fabius, qui nous a dit qu'il faisait du bon boulot. Alors, comprenne qui pourra. Alors, on ne peut pas entrer là, ça serait du conspirationnisme de dire que les forces spéciales ont assisté sur le terrain à proprement parler ces forces, mais on sait qu'ils les ont entraînées avec des forces spéciales, peut-être pas allemandes, mais anglaises, ça c'est certain, notamment en Jordanie. Il y a eu aussi des entraînements qui ont lieu à une certaine époque en Libye, après la chute de M. Kadhafi. Donc il y a une quantité de moyens détournés, ou à peine détournés, d'aider ces gens, et nous l'avons fait. Vous allez sur n'importe quel site américain où les preuves, ce que les Américains appellent les évidences, se ramassent à l'appel. Comme les feuilles mortes. Alors vous êtes comme Manuel Valls, quand même, vous dites que nous sommes en guerre. Ça, comme l'avait dit l'ancien Premier ministre à l'Assemblée nationale, vous dites nous sommes en guerre. Mais vous précisez quand même que c'est contre le wahhabisme et non contre l'islam.
Et vous précisez que ce n'est plus le capitalisme qui affronte le marxisme aujourd'hui, mais c'est le capitalisme qui affronte l'islamisme radical et terroriste. Le salafo-wahhabisme succède donc dans votre esprit et dans ses méthodes au bolchevisme? Alors au bolchevisme, mais déjà dans le monde islamique, sur l'ère géographique arabo et musulmane. Je dis précisément que pour le monde musulman, le wahhabisme et le communisme du XXIe siècle. Mais il a les mêmes visées que le marxisme-léninisme, à savoir, Lénine ne voulait pas du tout faire la révolution en Russie, ça ne l'intéressait pas. Ce qu'il voulait, c'était la révolution mondiale. D'ailleurs, il a été tout à fait navré quand il a vu que la mayonnaise ne prenait pas en Allemagne. Mais tout de suite, dès 1919, il invente le Comintern, c'est-à-dire l'internationale communiste, qui va se réunir surtout à Bakou en 1920 et puis qui ne cessera pas de vivre et de prospérer pendant un certain nombre de décennies. Mais le but était la révolution mondiale. Les djihadistes veulent la révolution mondiale. Mais tout comme alors vous avez parlé de capitalisme, mais tout comme je ne dirais pas les capitalistes, parce que distinguons bien le capitalisme industriel et patrimonial de l'hypercapitalisme financier. L'hypercapitalisme financier, l'anarcho-capitalisme, lui, veut une révolution mondiale. Enfin, il veut une révolution mondiale. En tout cas, il veut une gouvernance mondiale. N'oubliez pas ce qu'avait dit M. Attali. La gouvernance mondiale, nous l'aurons de toutes les façons, avant ou après la Troisième Guerre mondiale. Donc, si ce ne sont pas des propos belliqueux, ça, qu'est-ce? Donc, vous rapprochez quand même cette période que nous vivons et celle de la terreur soviétique, socialiste soviétique. 1917-2017. Les techniques de propagande, l'endoctrinement, vous y voyez des... Ah ben, elles sont surmultipliées aujourd'hui. Tant que le couvercle médiatique ne sautera pas, et je rends hommage à votre rôle ici à TV Liberté, parce que vous sauvez un tout petit peu l'honneur dans la mesure de vos faibles forces, des médias français en rétablissant un peu l'équilibre. Enfin, il faut regarder comment sont composés les plateaux de la télévision officielle. C'est consternant, c'est hallucinant. De temps en temps, on voit quelqu'un d'intelligent arriver qui ne tient pas un langage qui soit la langue de bois, comme Madame Galactéro, ou Galactéros. C'était sur TV Liberté il y a quelques jours. Un ancien officier, mais on l'a vu 2-3 fois et après elle s'est évanouie. On ne revoit jamais les gens intelligents. Sur TV Liberté. Alors, néanmoins, vous allez voir que je ne vais pas être agréable pour la fin des questions, parce que vous parlez toujours de guerre éternelle, vous dites que l'objectif est de renforcer et d'étendre, je vous cite, le champ d'intervention et de compétence des institutions sécuritaires mondiales prémices d'une super tyrannie globale. J'ai dit des choses pareilles. Ah oui, vous l'avez dit, vous l'avez même écrit, c'est donc signé. Et là, je dois dire, on frise ce qu'on appelle le conspirationnisme. Ah oui, on frise, mais je pense qu'il y a, contrairement à notre regretté Emmanuel Ratier, qui à la fin de sa vie dit il n'y a que des réseaux, il n'y a pas de conspiration. Il n'avait pas toujours pensé ça, j'en témoigne personnellement. Il y a ce que H.G. Wells a appelé une open conspiracy, une conspiration ouverte. C'est des idées qu'il a abandonnées. Il a écrit un livre à ce sujet quand il avait fugacement appartenu à la société fabienne qui voulait justement une révolution mondiale et instaurer un socialisme universel. La conspiration, on l'a devant les yeux tous les jours. Ah bon? Écoutez, quand M. Hollande et ses séides nous disent on abolit les frontières, c'est pas une conspiration, ça, contre la nation? C'est ce que j'appelle, moi, une conspiration. On conspire. Quand M. Sarkozy, en 2008, dans un super discours, un discours fleuve, nous dit le métissage n'est pas un choix, c'est une obligation. Et ce métissage, si on ne le fait pas spontanément, l'État va y mettre des moyens de contrainte. Il ne dit pas coercitif, mais ça revient à main. Nous y emploierons des moyens de plus en plus contraignants. On retrouve le texte, ce qui est amusant, c'est qu'on trouve le texte, mais il faut aller sur une vidéo pour trouver les extraits véritablement durs. Mais enfin bon, tout le discours en soi, Lénine aurait pu le tenir. Hein. Donc moi, la conspiration, je l'ai tous les jours sous les yeux. Alors je retire le terme de conspiration, après tout, vous lui donnez une conspiration qui n'est pas ouverte. Forcément la mienne. Alors, disons ouverte. Un complot, il y a un complot, voilà, le terme là. Il y a un complot contre les peuples. Mais qui, s'il y a complot, il y a chef d'orchestre, vous le savez bien. Alors qui est le chef d'orchestre? Je crois que ici, sans être des adeptes forcenés du grand remplacement, c'est un phénomène sociologique, ethno-sociologique, que vous déplorez tous les jours.
ce grand remplacement. Alors, le chef d'orchestre. Ben, le chef d'orchestre, vous savez, je pense que les grands chefs d'orchestre, ce sont des idées. Ce sont ce que j'appelle des idéovirus. On lâche des idées dans la nature, ils font leur chemin. Et puis il y a de grands ténors, il y a de ceux qui donnent le là à la pensée humaine. Nous pouvons citer Monsieur Mac, nous pouvons citer Monsieur Attali. Je parle des sponsors de Monsieur Macron. Monsieur Macron qui réécrit l'histoire, notamment l'histoire franco-algérienne à sa façon. Donc Attali, Mac, Monsieur Bernard-Henri Lévy, mais il y en a Monsieur Berger, il n'y a que ça. Ce ne sont pas des chefs d'orchestre, ce sont peut-être ceux qui font les percussions ou le triangle, non? Bah, écoutez, les chefs d'orchestre, ce sont eux qui donnent qui lancent les mots d'ordre, qui donnent les slogans et qui surtout mettent en place les idées directrices. Après ça, vous avez des metteurs, des gens qui vont mettre la partition en musique, comme Monsieur Soros, mais Monsieur Soros n'est peut-être pas. Alors, on ne va pas dire qu'il y a les Illuminati qui se réunissent avec des cagoules ou sans cagoules, mais il est clair et il est net qu'il y a des oligarques au niveau mondial. Ils se réunissent peut-être de façon d'ailleurs tout à fait visible, que ce soit, on le voit, Monsieur Fillon nous en parlait, Bilderberg, compagnie, et tutti quanti, il y a des gens qui se réunissent et il suffit d'injecter dans ces réunions de grands décideurs mondiaux politiques et médiatiques, politico-médiatiques, d'injecter des idées qui sont les idées directrices, qui sont les plans de bataille. Il n'est pas difficile d'aller chercher, les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, ils sont là sous nos yeux. C'est clair. Conspiration ouverte. C'est clair. Vous parliez de Macron, il nous reste 45 secondes. Quelle est la situation politique pour vous aujourd'hui? Quelle est l'espérance de l'élection présidentielle pour vous? Alors écoutez, il y en a, je ne sais pas, c'est le poteau noir le plus complet. La classe politique française est à bout de souffle, à force de se reproduire de façon totalement consanguine. Je pense à la partitocratie, à des hommes qui sont devenus, comme les révolutionnaires professionnels de Lénine, qui sont des politiques professionnels, qui n'ont plus de contact avec la réalité, ils ont été élevés hors sol, ils sont dans leur bulle. Il faut noter une chose, c'est que Monsieur Hollande s'est mis de côté un petit viatique de 500 parrainages pour le cas où. On peut imaginer ou surtout espérer que la bulle Macron va faire plouf, mais ce qui ne veut pas dire que les choses seront forcément éclaircies pour autant et que tout sera fait pour barrage. Je rappelle que M. Hollande nous a dit qu'il y a un seul danger, une seule menace en France, c'est l'arrivée d'un parti ou d'une personnalité nationalitaire. Je dis nationalitaire à bon escient. Donc on voit où est le véritable danger. Nationalitaire. Alors en 10 secondes, nationalitaire, c'est un mot nouveau, donc il faut l'expliciter. Nationalitaire, c'est-à-dire qui embrasse ce qu'on appelait autrefois d'ailleurs le patriotisme, tous ceux qui, sans être hostiles au monde moderne, n'embrassent pas la modernité et l'idéologie du progrès comme la panacée, le progrès qui devrait tout balayer. Les choses sont bonnes parce qu'elles sont neuves ou parce qu'elles sont jeunes. Non, ce n'est pas tout à fait le cas. Merci Jean-Michel Vernochet. Les fiancés de la mort, c'est le dernier ouvrage en date. Et bien nous irons comploter à l'intérieur de cet ouvrage. De concert. En tout cas, merci à vous et merci à toutes et à tous. Merci. Et surtout, achetez le livre parce que je ne suis pas comme M. Macron, ni mon éditeur non plus. Nous vivons chichement. Message entendu. Merci.